Bonsoir et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Chaque soir, on est ensemble pendant 1 heure pour décrypter l'actualité du jour et débattre de ces enjeux en direct depuis l'Assemblée nationale. À mes côtés ce soir, la sémiologue Mariette Dary-Grand. Bonsoir. Les mots ont un sens et Mariette est là chaque jeudi pour nous le rappeler. Merci d'être là, Mariette. Laurent Guimier est là aussi ce soir. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Adeline. Tout de suite, c'est le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une la colère sociale qui souffle en France pour la 2e fois en 8 jours. 1 million de manifestants selon la CGT, 500 000 selon les autorités, des syndicats qui manifestaient contre les choix budgétaires d'un Premier ministre qui n'est plus à Matignon. Sébastien Lecornu aujourd'hui sur une corde raide, on va en parler avec nos 3 invités. Stéphane Zumsteg de l'Institut Ipsos, vous êtes le directeur du département Opinion de l'Institut de sondage. Merci d'être là. Antoine Oberdorf, journaliste politique à l'Opinion. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Et à vos côtés, Yvan Ricordeau, secrétaire général adjoint de la CFDT. Merci d'être là ce soir. Mariette Dary-Grand, quel mot a retenu votre attention dans l'actualité du jour? Un mot très tendance, un mot qu'on s'arrache, et je crois que c'est la star de notre rentrée politique, le mot stabilité. Avatar 5, quelle histoire avec Laurent Guimier? Quelle image avez-vous choisi ce soir, Laurent? Une photo de notre champion de judo Teddy Riner qui, de mon point de vue, dévoile pour de bon ses ambitions présidentielles pour 2027. Ça alors, dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. En ces temps de grande inquiétude pour les finances publiques, faut-il stopper les aides aux entreprises? Nous attendons vos questions ou vos réflexions en flashant le QR code qui s'affiche ici. On en débattra tout à l'heure avec nos 3 invités. Yoann Gillet, député RN du Gard, Benjamin Lucas-Lundi, député écologiste des Yvelines, et Olivier Rietmann, sénateur LR des Hauts-de-Saône et président de la commission d'enquête sénatoriale sur la transparence des aides publiques aux entreprises. Et puis à suivre ensuite, c'est le nouveau rendez-vous dans Chaque Voix compte, c'est Bourbon Express à 20h30 avec Valérie Brochard, le journal de l'Assemblée nationale, tout ce qui se passe dans et autour du Palais Bourbon, ce sera tout à l'heure. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque Voix compte, c'est parti. Voilà une situation qui n'était pas banale. Une mobilisation à l'appel de tous les syndicats pour dénoncer les orientations budgétaires d'un Premier ministre qui a quitté Matignon. Avant de voir le film de cette journée de mobilisation, je voudrais d'abord vous demander à tous les 3 ce que vous en retenez. Et je vais bien sûr poser la première question à Yvan Ricordeau, le numéro 2 de la CFDT. C'est forcément une journée réussie pour la CFDT et les organisations syndicales. C'est une mobilisation qui est importante, peu importe le chiffre exact, mais elle a été massive. La CGT dit 1 million, vous êtes dans cette fourchette? Entre 500 000 et 1 million, on tangente le million, mais c'est pas ça qui est important. C'est une mobilisation réussie en nombre. C'est une mobilisation particulièrement réussie quand on regarde où elle a eu lieu. Quand on regarde les territoires, on retrouve la même chose que pendant les retraites, c'est-à-dire que dans toutes les villes, les manifestations ont réuni 5 000 personnes à Tarbes, 5 500 à Saint-Nazaire, 8 000 à Saint-Étienne. Et donc, quand on regarde toute la géographie de la mobilisation, c'est très réussi. Et le dernier mot, c'est que c'est exceptionnel, parce que pour les organisations syndicales, mobiliser sur un mot d'ordre aussi général que la construction d'un budget plus juste socialement, c'est quand même un peu plus compliqué que quand on mobilise contre une réforme des retraites. Et on va en reparler. Une telle mobilisation sur ce mot d'ordre-là, c'est clairement un message qu'il faut entendre. Antoine Oberdorf, mission réussie pour les syndicats? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous promettait quelque chose de l'ordre de 800 000 manifestants. Bon, on est entre 500 000 et 1 million, avec ce savoir-faire bien français qui consiste à se déchirer sur la comptabilité ne pas savoir compter les manifestants. Le ministère de l'Intérieur et les syndicats. La vérité se situe quelque part entre les deux. Effectivement, il y a sur le territoire une répartition des forces qui doit attirer notre attention. Mais moi, l'image de la journée pour moi, c'est cette pancarte, une manifestante qui brandit une pancarte avec marqué « Je suis d'accord avec toutes les pancartes ». Ça dit tout en réalité de l'hétérogénéité des colères, des mots d'ordre qui sont très très disparates. On va bien évidemment des pharmaciens qui par exemple sont mécontents du sort qu'il leur est fait sur les franchises, sur les médicaments génériques, à bien sûr les mots d'ordre classiques sur le pouvoir d'achat, la lutte contre l'austérité. Vous avez des gens qui appellent à ce que Gabriel Zucman, l'économiste désormais célèbre, soit président. Enfin voilà, tout ça se mélange et au milieu des politiques qui, en arrière des syndicats, essayent de tirer les marrons du feu et se demandent bien quelle peut être leur attitude à l'égard d'un gouvernement qui n'est pas encore nommé. Stéphane Zumsteg, vous qui prenez le pouls en permanence de la société française, que retenez-vous de cette journée?
Je trouve qu'elle est plutôt, si on s'en tient juste à l'aspect quantitatif, entre 500 000 et 1 million, et aussi à l'absence quand même de violences trop massives qui étaient redoutées, mais le ministre de l'Intérieur veille au grain et l'enjeu est trop important pour lui, évidemment, que les choses dégénèrent. Je trouve que cette mobilisation, qui, moi, me semble être une mobilisation préventive, et ce qui n'est pas toujours le cas, a plutôt bien fonctionné. Là, concrètement, ce n'était pas une manifestation contre un acquis que l'on remet en cause, ce n'était pas un passage brutal de 62 à 64 ans, ce n'était pas de l'âge de départ à la retraite, ce n'était pas une manifestation appelant à la suppression des 2 jours fériés, supprimés, puisque tout ça a déjà été fait. Alors même qu'il n'y a pas un projet d'économie concret pour l'instant, et c'est bien normal, que va préparer Sébastien Lecornu, cette mobilisation, elle est quand même assez importante, même peut-être très importante, je n'irai pas jusque-là, mais c'est une réussite, forcément, puisque, je le répète, il n'y avait pas une mesure qui électrisait les manifestants ou une partie de l'opinion, ce n'était pas le cas. Mais c'est préventif et ça a fonctionné. Alors, je vous propose de revoir le film de cette journée avec Maïté Frémont. 6 heures ce matin, le soutien de Bruno Retailleau aux policiers. 80 000 sont déployés partout en France avec un dispositif d'ampleur, du jamais vu depuis les manifestations des Gilets jaunes. Et cette consigne, la tolérance zéro. Autour de Paris, c'est des dépôts de bus, à Aubervilliers par exemple, à Saint-Denis. Comme à Paris, blocage des dépôts de bus à Lille. L'objectif des manifestants, stopper l'économie. On veut aussi que les travailleurs prennent conscience que la balle est dans leur camp. Entre guillemets, pourquoi travailler si jamais on ne peut pas s'en sortir? Les travailleurs, justement, eux, ont anticipé la journée, comme sur les quais de cette gare de Melun. Un trafic perturbé, mais finalement pas totalement bloqué. Matinée teintée par 95 tentatives de blocage, notamment devant les écoles avec des lycéens mobilisés et pas moins d'1 tiers d'enseignants grévistes. C'est notre futur qui est en jeu. J'ai envie d'avoir une vie meilleure que mes parents. C'est important, même nous lycéens, de faire entendre nos voix et de manifester. Il est midi. À Marseille, le cortège s'élance. J'ai travaillé jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite quasi misérable. Et je ne peux plus supporter un monde où les nantis se gavent sur le compte des plus pauvres. Sur le Vieux-Port, Jean-Luc Mélenchon appelle à la censure du gouvernement Lecornu. Qu'on en finisse et qu'ils viennent, comme c'est normal, devant l'Assemblée et qu'ils fassent le vote de confiance auquel s'est soumis son prédécesseur, M. Bayrou, après tout. Première épreuve de force pour Sébastien Lecornu, qui est resté silencieux depuis le début de la journée. En début d'après-midi, 250 mobilisations partout en France. En tête du cortège parisien, la CGT. On peut dire que la mobilisation est d'ores et déjà un succès. Plus d'1 million de manifestants selon la CGT, 500 000 selon le ministère de l'Intérieur. En marge des mobilisations, la tension est montée d'un cran à Marseille, à Rennes ou encore à Paris. Yvan Ricordeau, est-ce que vous avez le sentiment ce soir que les syndicats se sont remis au centre du jeu ? Je pense très sincèrement que les syndicats, depuis plusieurs années maintenant, sont au centre du jeu. On a peut-être des gouvernements qui n'ont pas suffisamment joué avec les partenaires sociaux, organisations syndicales ou organisations employeurs, ça c'est un fait, mais il y a quand même un nouveau signe aujourd'hui qui est important. Quand je dis que les syndicats sont au centre du jeu, c'est qu'on a eu la crise Covid. La crise Covid a fait la démonstration que le pays a tenu, parce qu'il y a des salariés qui ont fait en sorte que le pays tienne, qui sont restés au centre du jeu, et à ce moment-là, on leur a promis une revalorisation. Ça ne s'est pas passé en termes de traduction derrière. Il y a eu un autre élément qui a été important, les manifestations contre la réforme des retraites, avec des manifestations historiques. Le mouvement social n'a jamais été aussi puissant qu'à ce moment-là, avec non plus pas d'écoute. Oui, puisque la réforme était passée avec le 49. Et une troisième fois, on a un mouvement social qui dit quelque chose de très profond dans notre pays et dont la réussite sur laquelle vous nous interrogiez tout de suite, elle dépend maintenant de la réponse qui va être donnée. Si la réponse, c'est comme précédemment, circuler, il n'y a rien à voir, là, il y a une nouvelle fois une question de crise démocratique, crise sociale, crise politique qui va encore s'approfondir. Ce que veut la CFDT, c'est des réponses concrètes à ce qui s'est passé aujourd'hui. On va parler justement dans un instant des réponses politiques qui peuvent être données à cette mobilisation, mais d'abord,
Antoine, il y avait quand même un enjeu énorme aujourd'hui pour les syndicats. La semaine dernière, on disait il y avait ce mouvement Bloquons Tout qui avait échappé finalement au mouvement syndical, qui était né tout seul sur les réseaux sociaux. Les syndicats d'ailleurs, l'intersyndicale avait réussi à se mettre d'accord sur la date du 18 septembre, mais tout le monde scrutait les chiffres de la mobilisation en se demandant si un jeudi, par 25 degrés dans la plupart des villes de France, est-ce que vraiment les salariés allaient être épris de volonté de manifester Oui, absolument. C'était clairement aujourd'hui le match retour pour les syndicats, une revanche par rapport au 1 septembre où on avait affaire à quelque chose de mouvementiste, qu'on ne pouvait pas vraiment saisir et qui dépassait de très loin les partenaires sociaux. Là, moi, je veux bien qu'on fasse la lecture selon laquelle les partenaires sociaux reprennent la main. Simplement, si on reprend les choses, il y a un taux de syndicalisation dans ce pays des travailleurs et des salariés qui est trop faible pour que l'on puisse véritablement parler d'une force de pénétration des syndicats. Et par ailleurs, et ça c'est la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, effectivement, il est systématiquement passé outre leur avis. Donc, les précédentes mobilisations, celles des retraites en particulier, se sont soldées par des échecs. Le risque derrière ça, c'est qu'il y a une forme d'aquabonisme, en réalité, qui gagne l'esprit des Français. À quoi bon descendre dans la rue finalement, pourquoi alors, revient, et ça c'est la grande surprise du jour, revient sur le devant de la scène le mot d'ordre de la suspension de la réforme des retraites. On ne parle plus d'abrogation de la réforme des retraites, mais de suspension. Et ça, c'est un peu la surprise, parce que en tant qu'observateur politique, moi, j'étais frappé de voir que le débat s'était cristallisé sur cette taxe Zuckman qui concerne les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, une taxe de 2%. Bon, là, il y a la réforme des retraites qui revient par la fenêtre. On nous propose une suspension. De quoi s'agit-il? C'est que si, à date, on arrêtait le déploiement des trimestres, la montée en puissance de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, les gens partiraient à taux plein, bien sûr, à 62 ans et 9 mois. C'est cette position, si je ne m'abuse, que la CFDT entend pousser, et c'est surtout cette position que les socialistes mettent au pot de leur discussion avec Sébastien Lecornu. Donc voilà, au niveau des syndicats, si vous voulez, je serai quand même modéré et nuancé de ce point de vue-là, y compris parce que j'entends chez les socialistes, des socialistes qui me disent les velléités de compromis et de négociation de la CFDT et d'une centrale réformiste comme la CFDT, c'est une chose, mais ceux qui avons à supporter les coûts électoraux derrière, c'est nous, les partis politiques. Donc on n'entend pas forcément être prisonnier de l'agenda de la CFDT. Ce que vous voulez dire, c'est que les syndicats n'ont pas le risque de ne pas être réélus, par exemple. Stéphane Zumsteg, je m'adresse aux sondeurs que vous êtes. Qui a manifesté aujourd'hui? Vous avez forcément observé dans les cortèges. Vous avez vu des jeunes, des moins jeunes, des retraités? On a vu tout ce type de population. Évidemment, c'est traditionnellement quand il y a des grandes mobilisations organisées par les syndicats, on retrouve un peu tous les types, en tout cas en termes de génération, de Français. Bien sûr, il y a les bataillons aussi habituels, et habituels, ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, évidemment, de salariés d'un certain nombre d'entreprises publiques qui sont toujours là, d'abord parce qu'ils font grève et qu'ils contribuent à perturber, mais c'est le but, évidemment, les transports publics, mais aussi parce que ce sont des gens qui manifestent. Il y a une culture encore ouvrière ou souvent de profession intermédiaire, d'ailleurs, aussi. C'est pas que les ouvriers qui manifestent, parce qu'il y en a de moins en moins d'abord. Donc vous avez les grands bataillons de ces entreprises publiques, ça peut être EDF, la SNCF, ça peut être la RATP, mais qui, même s'ils ne manifestent pas, contribuent activement à la réussite de la grève en bloquant ou en perturbant un certain nombre de transports publics. Après, vous avez évidemment beaucoup de jeunes, et vous avez toujours, encore, aussi des gens proches de la gauche, c'est-à-dire des citoyens qui ne sont pas membres d'un parti politique, qui ne sont pas forcément syndiqués dans un syndicat, y compris qu'il soit réformiste ou qu'il soit plus contestataire. Vous les retrouvez parce que ça fait partie de la tradition, et là encore ça n'a rien de dévalorisant, ce terme tradition, d'une partie des Français. Mais c'est un mouvement un peu plus à gauche, voire beaucoup plus à gauche que la société française en général. C'est ce qui explique pourquoi, même si les Français, dans leur quasi-totalité, sont en colère, sont une grande majorité à manifester son opposition aux 44 milliards de François Bayrou. Évidemment, quand on les interroge sur la sympathie que peut susciter des grandes mobilisations comme ça, je parle pas du mouvement Bloquons Tout, je parle des mobilisations assez classiques des organisations syndicales, il y a
une petite majorité qui éprouve de la sympathie, qui soutient le mouvement, mais vous avez quand même toujours un quart ou un tiers des gens qui sont beaucoup plus réservés et parfois hostiles, parce que c'est souvent des gens de droite qui se disent « ça c'est la journée de la gauche, j'ai pas envie d'y participer et j'ai pas envie de la soutenir ». Non, cela dit, tout à l'heure, Antoine parlait des aquabonistes, mais vous savez que nos équipes ont remarqué aussi cet après-midi dans le cortège parisien des primo-manifestants, des gens qui n'avaient jamais manifesté auparavant. Reportage signé Clément Perrault sur le terrain. Il y a les petites manifestations où on n'est pas entendu, et il y a des grands jours comme ça où notre présence donne du poids à notre pensée. Et puis ça fait du bien d'être ensemble. Il y a nombre de choses qui nous sont demandées encore une fois et que je trouve complètement déséquilibrées, entre autres au niveau financier. Voilà, on est chômeur, on est malade, on est retraité, on nous demande encore de l'argent. C'est important d'être là aujourd'hui parce que si on continue de renoncer et de se dire ça sert à rien de manifester, plus on abandonne, moins on va obtenir de choses. Moi je suis là parce que j'ai envie qu'on ait en fait des dépenses publiques qui soient plus orientées vers les services sociaux qui sont vraiment désuétudes aujourd'hui. Je suis assez sceptique quant à l'efficacité de cette manifestation, mais tout est mieux que de ne rien faire et de subir. Je sais où sont mes limites, là elles sont atteintes. On a un président qui a choisi des premiers ministres successifs sans tenir compte des résultats des précédentes législatives. On a l'impression qu'aujourd'hui il aurait même presque pu choisir de ne pas choisir, c'est-à-dire de se passer de Premier ministre. J'ai été encouragé par des amis et des collègues qui sont plus impliqués que moi dans les revendications, dans les syndicats, tout ça. C'est de plus en plus difficile d'ignorer que le gouvernement nous ignore, en fait. Avec la nomination encore d'un nouveau Premier ministre qui ne respecte toujours pas, qui n'est toujours pas du bord, qui a gagné les législatives, c'est compliqué de rester de marbre, en fait. Ça fait du bien d'être ensemble, disait un manifestant. Antoine, vous vouliez réagir tout de suite ? C'est très frappant, ça fait du bien d'être ensemble, ça fait partie des commentaires que l'on avait l'habitude d'entendre au moment des Gilets jaunes. Et en réalité, les Français, en particulier depuis la crise sanitaire du Covid, ont pour beaucoup eu le sentiment d'être mis sous cloche. Donc je pense que c'est ça, fondamentalement, le ressort qui est traduit par ce « ça fait du bien d'être ensemble ». Maintenant, encore une fois, les mots d'ordre sont très, très, très hétérogènes. Et par exemple, sur la recherche des coupables, on voit que certains se tournent directement vers l'Élysée, vers Emmanuel Macron. Vers le président. D'autres ont l'impression d'un théâtre d'ombre politique, d'un espèce de ballet insignifiant, d'une fête de l'insignifiance qui dure depuis trop longtemps. Et si on dézoome encore un peu, pour quitter les rives simplement du militantisme des sympathisants de gauche, on peut se dire que par rapport aux législatives de juillet 2024, il y a 2/3 des Français à minima, ceux qui ont voté pour le Rassemblement national et plutôt du côté de l'extrême droite, et ceux qui ont voté pour la coalition de gauche du Nouveau Front populaire, 2/3 des Français qui ont le sentiment d'avoir été lésés. Les uns parce qu'ils sont arrivés en tête et qu'ils pensaient avoir droit donc à voir leurs idées portées au pouvoir à Matignon, les autres parce qu'ils n'ont toujours pas digéré le fait que le barrage républicain ait empêché Jordan Bardella de rejoindre Matignon. Donc ça crée quand même des ferments de colère. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité dans le moment présent, Yvan Ricordeau ? Sébastien Lecornu vous a reçu avant même de rencontrer les oppositions. Beaucoup disent aujourd'hui que la CFDT, elle détient la clé de la situation. C'est un grand honneur de dire que la première organisation syndicale de ce pays tiendrait la clé de toutes les questions, ce qui n'est pas le cas et ce n'est pas une revendication de la CFDT. Mais oui, forcément, la CFDT, elle est responsable, elle a toujours été responsable et elle continuera à l'être. Je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants. Les expressions du mouvement social, je le rejoins, je ne le formule pas tout à fait de la même façon que vous venez de le faire, mais il y a un énorme besoin de reconnaissance, d'être écouté. Et la reconnaissance au travail est quelque chose qui est mal pris en compte dans notre pays. D'ailleurs, la démonstration ultime, ça a été la présentation du dernier budget par François Bayrou, où on a mis en perspective des questions de travail. En fait, les questions de travail qui étaient proposées en termes d'avenir pour les salariés, c'était la monétisation de la 5e semaine de congés payés. C'était que des éléments qui étaient très datés. Or, il y a un vrai élément d'avenir pour le syndicalisme, c'est de faire en sorte de gagner sur cette question de reconnaissance au travail. Et là où on n'a pas la même analyse, et c'est normal parce que du coup on ne se situe pas au même niveau, c'est que
Effectivement, on est dans un moment particulier. On est dans un moment particulier au niveau politique. On est dans un moment très particulier sur la situation de notre pays qui doit construire un budget. Mais là où il y a un élément qui est particulier pour la CFDT, c'est que nous, on n'interagit pas forcément qu'avec un jeu des acteurs et pas en politisant tout. On est une organisation syndicale et tout à l'heure vous nous interrogez sur la force du mouvement syndical et la responsabilité de la CFDT. Notre première responsabilité, c'est tous les ans, on signe 80 000 accords d'entreprise. Et donc, on agit concrètement sur la vie du travail. Et je pense qu'il y a un élément qui est délétère dans la période actuelle, c'est qu'il y a un mouvement qui exprime cette volonté de reconnaissance et d'avancée concrète, petit à petit, pour améliorer les choses. Et en fait, on se retrouve avec une traduction de ce mouvement-là en disant comment est-ce que le Premier ministre va parler à tel mouvement politique, est-ce que ça va bouger un peu les lignes et tout. Mais les Français, ils n'attendent pas ça. Les Français, ils attendent, quand je suis demandeur d'emploi, est-ce que je vais avoir une nouvelle réforme de mes règles d'indemnisation ? Les Français, ils attendent peut-être aussi que vous portiez cette voix. Eh ben, c'est le job de la CFDT dans la période actuelle, c'est de dire au gouvernement, il faut changer la feuille de route, il faut changer de cap. Vous aviez une réforme de l'indemnisation chômage, c'est pas entendable dans la période actuelle de réduire encore une 4e fois l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et après, il faut faire des choix de rééquilibrage. Il y a des efforts à faire, tout le monde l'a compris qu'il y avait des efforts à faire. Mais est-ce que c'est uniquement aux travailleuses et aux travailleurs de faire des efforts, ou est-ce que les entreprises et les hauts patrimoines doivent aussi contribuer ? Sur ça, il faut des réponses concrètes, et ce n'est pas un jeu d'acteurs qui va modifier les choses, c'est comment c'est possible d'avancer des politiques qui montrent des changements de cap. Mais vous parlez aussi au Parti socialiste. Est-ce que, dans vos discussions avec le PS, si vous obtenez des avancées, vous parliez tout à l'heure de la réforme de l'assurance chômage, vous êtes en position de force, est-ce que vous pourriez pousser le PS à ne pas censurer le nouveau gouvernement, par exemple ? Ah mais c'est pas le boulot de la CFDT. Clairement, c'est pas le boulot de la CFDT. La CFDT, elle se mobilise dans la rue pour gagner sur l'assurance chômage, pour gagner sur les questions de retraite, pour gagner sur le pouvoir d'achat. Quand même vous objecter juste un point simplement. Juste un point. Je suis d'accord. Indépendance, bien évidemment, des syndicats et du politique, c'est fondamental en France depuis au moins la charte d'Amiens. Simplement, une chose. Lorsque vous allez dans les négociations du conclave avec François Bayrou, c'est bien sur cette base que le bras de la censure du Parti socialiste a été retenu. Et ce n'est qu'uniquement parce que la CFDT pensait, dans le cadre de ce face-à-face, il faut bien le dire, avec le patronat du conclave, c'est uniquement parce que vous pensiez en sortir avec quelque chose pour les travailleurs que le PS n'a pas censuré à ce moment-là. Ça a conditionné un positionnement politique. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que l'histoire s'est passée. Excusez-moi de vous le dire, mais en fait, il s'est passé un deal politique de façon honorable, le terme deal, c'est-à-dire qu'il y a eu un compromis politique qui a été fait entre des forces politiques en disant, pour non censurer, il faut mettre sur la table ce point-là, ce point-là et ce point-là. Et après, la question a été venue sur la table et du coup, la question du conclave est arrivée. Et pour la CFDT, le choix a été simple. C'était pas un choix de savoir c'était quoi le jeu entre les forces politiques dans notre pays. C'était la seule occasion pour la CFDT. C'était la première fois après le mouvement de 2023 où on avait une porte qui était entrouverte pour remettre en cause les choix qui ne nous allaient pas en 2023. Qui était injuste. C'est ça ce qui s'est passé. Et donc on s'est positionné comme organisation syndicale. Tout à fait. Simplement ce que je dis, vous ne me ferez pas croire que la ligne entre Marie-Lise Léon et Olivier Faure n'est pas permanente. Voilà, c'est simplement ça. Mais le boulot de la première organisation syndicale, alors là, de façon très claire, c'est d'avoir une ligne ouverte avec tous nos interlocuteurs et c'est logique. Tout à fait légitime. Mais donc on va dire que vous pouvez être un rouage par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Enfin, dans une démocratie normale, il me semble qu'un gouvernement, des forces d'opposition, des organisations syndicales et des organisations patronales sur les questions économiques et sociales, c'est quand même plutôt une bonne chose qu'elles se parlent. Donc, y compris pour sortir de la crise, dans la façon où on est quand même un peu les uns et les autres enferrés, l'enjeu est quand même de trouver des voies de passage. S'il y en a des possibles, chacun fait son job dans sa partie. S'il n'y en a pas de possible, sur le terrain politique, ce n'est pas de la responsabilité de la CFDT. Il y a un mot qui est beaucoup revenu dans les cortèges d'aujourd'hui, mais aussi ceux de la semaine dernière, et qu'on entend beaucoup, c'est la quête de stabilité. Et c'est le mot du jour avec vous, Mariette Darigrand. Stabilité, c'est un nouveau mot en politique ? Oui, je crois, Adeline. Ah bon ? Oui, c'est pas du tout un mot nouveau. Il fait partie de notre vie, c'est un mot très, très usuel, mais il n'était pas dans le champ politique. Ces derniers mois, ces dernières semaines, il y est arrivé. Et tout le monde s'en réclame. Donc je crois que c'est vraiment le mot star de la rentrée. Écoutez. Stabilité. La stabilité. Stabilité. La stabilité. Une stabilité. Stabilité de ce pays. La stabilité. Stabilité.
C'est très efficace. C'est redoutable. Pourquoi est-ce que ce mot stabilité est dans la bouche de toutes les personnes qu'on vient de voir? Alors, je crois qu'il a deux grandes qualités qui sont très importantes pour faire le succès d'un mot dans notre société. La première, c'est qu'il s'oppose à un grand mythe social qui est vraiment donné par beaucoup de monde, c'est nous vivons un grand chaos. C'est pas complètement faux. Mais du coup, le chaos, c'est l'instabilité permanente. Et la stabilité devient une valeur suprême, une valeur vraiment très aspirationnelle, très, très positive. Ça, c'est la première chose. La deuxième qualité qu'il a, ce mot, c'est qu'il s'applique aussi bien au macro, à la planète, au monde, à la société, qu'à nous-mêmes, un petit microcosme que nous sommes. Quand quelqu'un est à l'hôpital, a eu un accident, Adeline, vous savez bien que les médecins, pour nous rassurer, disent... son état est stable. Voilà, son état est stable. Mais donc, là, si je vous écoute, ça veut dire que la France est malade? Peut-être. Je pense qu'implicitement, ce mot très positif peut vouloir dire qu'il y a des problèmes quelque part. Alors, il vient du champ économique. Et dans le champ économique, oui, c'est sûr, il y a des problèmes. Alors, notre président en a parlé dès avant l'été, en particulier dans une réunion avec des investisseurs étrangers. Ça, c'était dans son speech, c'était en anglais. Et il fallait absolument, justement, qu'il donne des preuves que la France n'était pas instable. Parce que sinon, elle ne pouvait pas être une terre d'investissement. Alors ça tombe bien parce que stable ou stable, c'est pareil, on comprend. De toute façon, c'est du latin. Et en latin, vous avez ce mot, ce verbe stare, qui veut dire être debout. Standing, c'est stare, c'est se mettre debout, c'est être droit dans ses bottes. Et c'est aussi avoir un certain standing, ce que les agences de notation ont un peu dégradé pour notre pays. Donc ça, c'est dans le champ économique, il a de l'intérêt, ce mot. Dans le champ politique, très franchement, je me pose la question parce qu'il est extrêmement neutre, extrêmement pâle. Il n'a pas de couleur la stabilité n'est ni de droite ni de gauche. Exactement, c'est vraiment une espèce de mot consensuel. Au moins ça, c'est son pouvoir. Alors pourquoi c'est ça? C'est parce qu'en fait, il n'appartient pas à la pensée politique. Il vient du monde physique. La stabilité, qu'est-ce qui est stable? Voilà, les pupitres, des armoires, des tables, etc. Quand on regarde ça, c'est très intéressant parce que il appartient au vocabulaire métier de la menuiserie. C'est le bois qui doit être stabilisé pour faire une armoire, etc. Alors il y a même un concept très savant aujourd'hui avec de nouveaux process pour stabiliser le bois. Ça s'appelle la stabilisation dimensionnelle ou pluridimensionnelle. Je trouve que c'est pas mal, ça pourrait s'appliquer au champ politique. La stabilisation dimensionnelle. Voilà, le bois, il y a beaucoup de critères, l'humidité, les températures, etc. Et on arrive à le stabiliser. Il paraît qu'on met des enduits, même parfois du jus de cactus. Du jus de cactus, ok. C'est ce genre de choses techniques qu'il faudrait à notre vie politique? Oui, sans aller peut-être jusqu'au cactus, mais je crois que oui, c'est une très bonne métaphore qu'il faudrait filer, que les hommes politiques devraient filer, c'est-à-dire s'inspirer des artisans, s'inspirer des gens qui ont des solutions concrètes et puis qui font ce qu'on appelle le bricolage de génie, bricolage au sens évidemment noble de ce terme. Donc oui, je trouve que ce serait quelque chose à leur souffler. Alors le problème avec cette stabilité des artisans, c'est qu'à un moment, ils nous présentent le devis. Là, c'est peut-être un peu moins sympathique. Fait mal. Stéphane Zumsteeg, vous le percevez, cette envie de stabilité? Ah oui, elle est partagée par quasiment toutes les personnes que nous interrogeons, quel que soit leur profil sociodémographique ou politique. Mais la stabilité, mais en revanche, c'est la fin de la phrase, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est bien ça le problème. C'est que vous interrogez quelqu'un de gauche ou quelqu'un du centre-gauche, quelqu'un qui est proche du Parti socialiste. Oui, il veut la stabilité, bien sûr. Est-ce qu'il veut que pour autant le Parti socialiste s'aligne totalement sur le bloc central? Certainement pas. Et ça, les partis l'ont bien compris. Jordan Bardella parlait de stabilité dans le court passage que vous nous avez présenté. Oui, bien sûr qu'il veut de la stabilité, mais pas à n'importe quel prix. Vous votez Rassemblement National, vous voulez la stabilité. Tout le monde veut un Premier ministre qui dure. Tout le monde, quelle que soit sa couleur politique, souhaite qu'un budget soit adopté, mais pas n'importe quel budget. C'est pour ça que quand on entend notamment le bloc central, le gouvernement, l'exécutif dire les oppositions ne sont pas responsables, elles ne font que proposer des lignes rouges et donc elles bloquent tout. Comme si ce n'était pas en partie ou en grande ou en petite partie, comme on veut. Ça, c'est une question d'appréciation, la responsabilité aussi de l'exécutif, mais c'est ce que veulent les électeurs de ces partis qui mettent des lignes rouges. Quelqu'un de gauche ne veut pas qu'on cache quelque part ou qu'on arrête de parler de la réforme de retraite. C'est 62 ans, c'est un totem pour des gens de gauche. Ils ont été, en tout cas leur opinion, brutalisés par ce passage de 62 à 64 ans. C'est pas que la lutte continue, la lutte a repris. Grâce à la dissolution, du fait de la dissolution, du fait que l'Assemblée nationale est totalement atomisée, le combat peut reprendre. C'était perdu.
Les Français opposés à la réforme en sortaient quelque part écœurés, c'est un combat perdu, souvent quand on perd une bataille, mais là, c'est redevenu d'actualité. On parle beaucoup d'atomisation de l'Assemblée nationale, 11 groupes, c'est un record, très bien, mais pourquoi la classe politique, pourquoi le spectre politique est atomisé? Parce que les Français eux-mêmes sont atomisés dans leurs attentes et leurs demandes. Yvan Ricordeau, je voudrais qu'on dise un mot. Le ministre de l'Intérieur est en train de tenir une réunion à la cellule de crise interministérielle. Il avait redouté des débordements. Est-ce que vous diriez ce soir qu'ils ont été limités? Quelles sont les remontées de vos services d'ordre? Les manifestations se sont globalement et très majoritairement toutes très bien passées. Et la CFDT a toujours agi pour faire en sorte que l'ensemble des manifestations se déroulent dans le calme. En fait, ce que recherchent les organisations syndicales, c'est de faire en sorte de faire des démonstrations de force. Et la force, c'est pas la violence. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, on a toujours des services d'ordre dans les grandes manifestations, mais dans toutes les manifestations pour faire en sorte que les défilés soient des défilés. Alors, pas bon enfant, parce que c'est pas joyeux, parce qu'on exprime de la colère, de l'indignation, mais par contre que ça se passe de façon très apaisée. C'est normal dans un pays comme le nôtre que le droit de manifestation se déroule bien. Après, il y a des groupes qui viennent casser ou surtout border. Enfin, c'est un terme aussi à la mode. Il n'y a pas que stabiliser, il y a aussi bordéliser de temps en temps. Et donc, il y a des groupuscules qui sont plutôt sur cette stratégie-là. Et aujourd'hui, très globalement, ça a été évité et c'est une très bonne nouvelle. Et puis il y a aussi ceux qui ne manifestent pas, mais qui ne sont pas moins en colère. Je voudrais que l'on revoie ce soir un court extrait du document Blocontout qui a été diffusé dimanche dernier sur LCP. Regardez, ça se passe à Besançon. C'était donc mercredi dernier, le 10 septembre au matin, sur un rond-point bloqué. Oui, monsieur, je touche 960 €. Ah, voilà. Et là, je sors de Carrefour de mon travail, je vais refaire encore des magasins. Ouais, mais c'est inadmissible. Vous avez quel âge? J'ai 68 ans. Vous avez 68 ans, vous bossez encore, mais c'est inacceptable. Ça, c'est pas acceptable, je veux dire. Puis vous revenez de Carrefour, là? Oui, j'étais là-bas à 4h30. Ah non, mais c'est pas possible. Moi, ça me révolte, C'est pour ça que je suis là, ça me révolte. Franchement, c'est... Voilà, cette dame dans sa voiture, elle sortait du travail, elle a 68 ans. Elle allait travailler chez Carrefour, elle avait pris son service à 4h30. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'intégralité de ce documentaire Blocontout sur la chaîne YouTube de LCP. Il y a, on le disait, il y a ceux qui manifestent, il y a ceux qui descendent dans la rue pour la première fois. Il y a une espèce de colère générale avec des mots d'ordre qui étaient différents, des revendications catégorielles, des revendications plus globales. Et puis il y a des gens comme cette dame qui ne manifestent pas parce qu'ils vont travailler à 4h30. C'est aussi eux dont vous voulez porter la voix, Yvan Ricordeau? Oui, bien sûr, oui. Les organisations syndicales, elles représentent l'ensemble des salariés et dans les revendications prioritaires, si ce n'est la revendication prioritaire de la CFDT, c'est la revalorisation des métiers, des travailleuses et des travailleurs essentiels. Ce que je vous disais tout à l'heure, ceux qui font en sorte que l'économie a toujours tourné, y compris au niveau du Covid, c'est des personnes qu'on a dit qu'elles avaient beaucoup de valeur ajoutée sociale. Ben, il faut qu'on reconnaisse plus ces métiers-là, il faut qu'on reconnaisse leur progression. Et après, il y a certaines de ces personnes qui ont manifesté justement en 2023, en disant quand on commence à 4h30 du matin et qu'on est en travail de nuit, eh ben, aller jusqu'à 64 ans, c'est pas pareil que d'autres salariés. Et ça, il faut le reconnaître. La question de la pénibilité, ça sera aussi un des sujets à remettre sur la table. Pour la CFDT. Une dernière question, Yvan Ricordeau. Et maintenant, est-ce que l'intersyndicale a prévu de se réunir pour envisager la suite de cette journée ? Oui, il va y avoir des contacts intersyndicaux dans les jours qui viennent avec un objectif essentiel, prioritaire, c'est on attend une réponse. Donc, vous avez prévu de revoir le Premier ministre aussi ? La question de si le Premier ministre organise des nouvelles rencontres avec les organisations syndicales, c'est logique qu'on aille discuter pour obtenir des actes concrets. On nous a annoncé une nouvelle fois des ruptures. On attend des ruptures. Et donc, on attend un Premier ministre qui nous dise « Ok, on a compris sur l'assurance chômage, on ne va pas faire pareil ». On attend sur les grands dossiers sociaux des changements de cap. Et donc, c'est ce que l'intersyndicale attend. Et si on n'a pas de nouvelles réponses, on saura en tirer les conséquences. Antoine Oberdorf, comment est-ce qu'on verra dans les heures ou les jours qui viennent que Sébastien Lecornu a vraiment observé ce qui se passait dans les rues aujourd'hui ? Il a nécessairement observé. Simplement, quand je vois la CFDT, comme d'ailleurs l'opposition de gauche, attendre des solutions et des réponses venant de Matignon, des signes de rupture, en réalité, c'est à l'étage d'au-dessus qu'il faut s'adresser. Parce que tout le monde sait que seul Emmanuel Macron
peut décider de donner mandat ou de ne pas donner mandat à son Premier ministre, qui lui est extrêmement proche, pour engager ces ruptures. C'est valable pour la fiscalité sur Sébastien le patrimoine. Lecornu n'opérera pas de rupture avec l'Élysée. Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que je vous avais rappelé, peut-être la dernière fois, vous vous en souvenez, les conditions de la nomination de Sébastien Lecornu. La précédente fois, quand il avait failli être nommé, qu'avait-il dit au chef de l'État en décembre dernier, quand François Bayrou avait été nommé? Ne me nommez pas, je vous suis trop lié, je ne serai pas infusible, mais conducteur d'électricité. Bon, et voilà. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus ce soir dans Chaque Voix compte, à suivre la question qui fâche dans le droit fil de cette colère qui s'est exprimée aujourd'hui dans les rues. Faut-il stopper les aides publiques aux entreprises? On en parle dans un instant avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Chaque soir, Laurent nous raconte l'envers du décor, le dessous des cartes derrière une image. Et ce soir, Laurent, vous avez choisi une photo du champion de judo Teddy Riner. Oui, c'est une photo prise samedi dernier à Osaka, au Japon, où notre champion multimédaillé olympique assure sa fonction d'ambassadeur à l'exposition universelle. Alors, cette photo, regardez, elle est très symbolique parce qu'elle contient 3 éléments qui sortent Teddy Riner du tatami et le font entrer de plein pied sur le champ de bataille politique. D'abord, le costume et même la cravate. Deuxièmement, regardez juste derrière la photo officielle du président de la République. Ah, mais vous avez l'œil. Oui, et à sa droite, vous voyez le drapeau tricolore. Ce sont 3 ingrédients qui composent une sorte de portrait officiel. Mais Teddy Riner, il n'a pas fait que poser officiellement devant le photographe de l'agence France Presse. Il a également parlé. Regardez, c'est très court, mais c'est très clair. Pour moi, le meilleur rôle, si je voulais être quelqu'un en politique, c'est être président. Président, il l'a dit. Ah, bon, c'est clair, Teddy Riner ne ferme pas la porte à la politique, il affiche même une sacrée ambition, mais ce n'est pas le premier personnage de ce qu'on appelle la société civile à vouloir se lancer en politique, il faut quand même le rappeler. Hein. Oui, mais avec Riner, je pense que, de mon point de vue, il est en train de se passer quelque chose de complètement différent, et même quelque chose de complètement inédit dans la vie politique française. Je vous en donne la raison en 4 ingrédients. D'abord, Riner, on le sait, il a 36 ans, et c'est sans doute le plus grand sportif français de tous les temps, toutes disciplines confondues. Ça, on le sait. Fait subjectif un peu, mais enfin qui est réel. 2, c'est la première fois qu'un sportif qui prétend à entrer en politique refuse catégoriquement, dès le début, de se laisser enfermer dans le ministère des Sports. Vous savez, c'est la tradition. Je suis un sportif, je vais au ministère des Sports. Lui, il le dit tout de suite. C'est non, c'est président de la République. Troisièmement, et plus important encore, Teddy Riner a répété cette ambition à plusieurs reprises depuis le printemps dernier. La communication, c'est la répétition. Et Adeline, je crois que vous êtes bien placée pour le savoir, puisque il y a quelques mois, vous avez été la première à poser la question à Teddy Riner. Regardez. Si demain je rentrais en politique, c'est pas pour être ministre des Sports. C'est pour être président de la République. Bien sûr. Moi, quand je fais quelque chose, c'est pour gagner, c'est pour emmener des choses, une locomotive. Je vous attends le dimanche dans BFM Politique pour déclarer votre candidature à l'élection présidentielle. Ah, le clin d'œil de Teddy Riner, je m'en souviens encore. Et il a de la suite dans les idées, c'en est la preuve, non? Oui, mais c'est plus profond, pardonnez-moi. Devant vous, effectivement, on était dans une réponse un peu clin d'œil. On rigolait. 4 mois plus tard, vous l'avez entendu au début, il ne rigole plus. Il change de ton. Et puis, il y a mon 4e ingrédient. Teddy Riner est archi populaire. Vous le savez, dans le top 50 du JDD, il est sur le podium avec Jean-Jacques Goldman et Omar Sy. Et il a gagné d'ailleurs 14 places grâce à l'effet JO. Donc je reprends mes 4 ingrédients. Une légende archi populaire qui affiche une ambition présidentielle et qui le répète. L'alignement de ces 4 planètes, eh ben, je vous le dis, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire politique française. Ça s'est vu ailleurs dans le monde, peut-être? Oui, on a un seul sportif qui, de niveau réputationnel à peu près équivalent, est devenu président, c'est George Weah, le footballeur, ancien du PSG et de l'OM. D'ailleurs, je pense que ça prédispose au compromis quand on entre en politique. Élu président du Libéria en 2017, et on le voit sur cette photo, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies pendant son mandat. Bon, mais alors, quelles sont les prochaines étapes pour le président Riner? Il y en a beaucoup. Quelles idées, quels programmes, quels alliés? Là, ce n'est pas du judo, c'est du 110 mètres haies avec des haies quand même très très hautes, parce qu'évidemment, dès qu'on affiche des ambitions, il y a des embûches. Un sondage Toluna-Harris Interactive paru dans l'Opinion au mois de juin dernier révélait tout de même que 18% des personnes interrogées affirmaient qu'elles pourraient voter pour Teddy Riner. Ce n'est pas une intention de vote, mais c'est une capacité, avec 2 pics importants chez les 18-24 ans et les électeurs et les filles. C'est encourageant pour lui, mais la route est quand même longue jusqu'à l'Élysée. D'ailleurs, regardez cette photo.
là, cette photo, vous voyez, alors c'est pas une IA qui montre une passation de pouvoir en 2027, hein, c'est la promotion du judoka au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. C'était il y a à peu près 1 an, lors de la parade sur les Champs-Élysées, après les JO, parce que Teddy Riner, je vous le dis, il va quand même devoir choisir. Les prochains Jeux sont en 2028 à Los Angeles, il n'est pas en retraite, et là, je pense qu'on peut le dire, on imagine mal un président de la République sur les tatamis. Bon, alors on prend rendez-vous pour 2032, Laurent. Merci. Okay. On passe à la question qui fâche. C'est un débat explosif autour d'un pactole dont même le montant est difficile à évaluer. Les aides publiques versées aux entreprises. On parle de plus de 200 milliards d'euros. Les uns dénoncent un pillage organisé, les autres défendent un outil vital pour notre économie. On va leur donner la parole. C'est Stéphanie Despierres qui pose ce soir la question qui fâche. C'était il y a quelques semaines lors de la rentrée du MEDEF. Devant un parterre de patrons, la chef des écologistes jette un pavé dans la mare. J'ai l'impression que l'argent public est rare pour tout le monde sauf pour les aides aux entreprises. Et moi, je veux qu'on pose ce sujet. Bien sûr qu'il faut aider les entreprises, mais bien sûr qu'il faut aider les entreprises. Là, on n'en avait pas eu jusqu'à présent. Ce matin, à quelques heures des manifestations, la numéro 1 de la CGT enfonce le clou. C'est 211 milliards d'aides publiques qui sont consenties sans condition ni contrepartie chaque année aux entreprises, un niveau record. On n'a jamais autant donné d'aides publiques aux entreprises. Il n'y a jamais eu autant de licenciements. D'après l'enquête de 2 journalistes du Nouvel Obs, les aides aux entreprises atteignent même 270 milliards par an. Dans leur livre, Caroline Michel-Aguirre et Mathieu Aron n'hésitent pas à parler de grands détournements. Les Français, de par leurs impôts, aident ces entreprises. Or, pour un certain nombre d'entreprises, pour de grandes multinationales, en réalité, ça améliore les marges bénéficiaires de ces entreprises et indirectement, qui en profitent, eh bien, les actionnaires de ces entreprises, c'est-à-dire souvent les grandes fortunes françaises. Donc une partie de l'argent public est redistribuée indirectement aux grandes fortunes. C'est ce qu'on a appelé une forme de détournement. Par exemple, LVMH. En 2023, le groupe de luxe a touché près de 300 millions d'euros d'aides, alors qu'il réalise 15 milliards de bénéfices nets. Autre cas, Michelin. En 2017, le fabricant de pneus touche 4 300 000 euros de subventions pour acheter des machines et relancer son site de La Roche-sur-Yon. 3 ans plus tard, l'usine ferme, le matériel est délocalisé en Roumanie. Cet exemple est emblématique pour le communiste Fabien Gay, auteur d'un rapport sénatorial sur ces aides. Dimanche, il a invité le président du MEDEF à la fête de l'humanité. Patrick Martin ouvre la porte à une réforme, ce qui lui vaut quelques applaudissements. Une aide a une destination. Si elle n'est pas utilisée à cette destination, qu'elle soit remboursée, c'est une évidence. Bon. Mais le patron des patrons pose ses conditions. Oui, on supprime beaucoup de ces aides, mais en contrepartie, pour ne pas altérer la compétitivité des entreprises, on baisse l'imposition de base pour s'aligner en définitive sur ce qui existe ailleurs. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Faut-il réformer ou faut-il carrément stopper les aides aux entreprises? Eh bien cette question, je vais la poser à mes 3 invités. Bonsoir, Yohann Gillet. Bonsoir. Député Rassemblement National du Gard, merci d'être là aux côtés de Benjamin Lucas-Lundy, député écologiste des Yvelines. Et nous sommes également avec Olivier Rietmann, qui est sénateur LR et qui a présidé cette fameuse commission d'enquête sénatoriale sur la transparence des aides publiques aux entreprises. C'est d'ailleurs à vous que je vais m'adresser en premier, Olivier Rietmann, vous qui avez fait ce rapport. Aujourd'hui, il y a ce livre, Le Grand Détournement, qui vient de sortir. Est-ce que, après réflexion, après cette longue réflexion, après ce long travail que vous avez mené, vous vous dites qu'il faut supprimer ces aides ou à minima les réformer? Merci, bonsoir Madame François, bonsoir à tous. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur ce rapport, effectivement, qu'on a mené avec Fabien Gay, sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis. Déjà, merci parce que vous me donnez la possibilité également de rétablir un certain nombre de vérités, parce que depuis que ce rapport est sorti, il n'y a plus qu'un chiffre qui sort, c'est 211 milliards. Alors que le rapport lui-même ne met pas en exergue ces 211 milliards et ne conteste pas ni la véracité de ces 211 milliards, ni le fait de savoir si c'est trop important ou pas assez important. Et en plus, il faut relativiser ces 211 milliards qui pourraient paraître énormes. 211 milliards, c'est les accompagnements et différents dispositifs voulus par les différents gouvernements et l'État pour accompagner 4 millions d'entreprises qui versent 700 milliards de salaires à 21 millions de salariés,
qui paye 400 milliards d'euros de cotisations, 130 milliards d'impôts de production et 82 milliards d'impôts sur les sociétés, la même année qu'ont été versés ces 211 milliards d'aides publiques. Après, pourquoi il y a ces aides publiques? Ces aides publiques ont été créées à la fois par l'administration, par l'État et les gouvernements pour compenser, pour répondre à des problèmes de compétitivité de nos entreprises face à la concurrence mondiale, mais aussi pour développer des politiques voulues par notre pays, que ce soit des politiques de verdissement de la production, des politiques de décarbonation, des politiques de souveraineté dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la nouvelle technologie, dans le domaine des semi-conducteurs. Et ce n'est pas les chefs d'entreprise qui sont allés voir du plus petit au plus grand, qui se lèvent le matin en rêvant de toucher des aides, qui vont voir l'entité publique et lui disent « il nous faut des aides, il faut nous aider ». Sauf que, Olivier Rietmann, votre rapport publié cet été dit « personne ne sait vraiment combien on donne, ni à qui, ni pourquoi ». Comment est-ce que vous expliquez qu'on marche encore à l'aveugle après des décennies d'aide? Et c'est là que vous touchez du doigt le point fort du rapport. Le rapport ne porte pas de jugement sur le montant des aides. Il dit même que les aides, elles sont d'un niveau plutôt bas, parce que si on regarde bien, la moyenne, c'est entre 3 et 5% du chiffre d'affaires des entreprises, même si le chiffre paraît élevé. Sur le contrôle qui est fait des aides qui sont versées, le rapport montre que le contrôle en France, sur quête que ce soit, européen, des aides européennes, des aides sociales, d'exonération, des aides fiscales ou des subventions, les contrôles sont très bien faits, très bien suivis. Et quand il y a sanctions, elles sont très fortes et l'argent est récupéré. Là où il y a un vrai souci, et qui ressort du rapport, c'est sur l'évaluation des dispositifs qui sont mis en place de manière à accompagner les entreprises pour telle ou telle volonté. Et on se rend compte que aussi bien le contrôle est très bien fait, le suivi est très bien fait, puisque nombre d'aides ne sont versées que quand il y a eu facture acquittée présentée au service de l'administration. Par contre, là, ce qui pose un vrai problème, c'est que quasiment aucun dispositif n'est évalué et on est incapable, à un certain moment, mais même nous, parlementaires, quand on doit voter, ne serait-ce qu'un projet de finance ou un projet de financement de la sécurité sociale ou un PLF, on n'est pas capable de dire si tel dispositif, il faut le diminuer, l'augmenter ou le maintenir, puisqu'on n'a pas de dispositif d'évaluation, on ne sait pas si le dispositif fonctionne ou ne fonctionne pas. Je prends un seul exemple. Le dispositif d'accompagnement pour augmenter de manière très forte les apprentis en France. L'accompagnement financier de l'État auprès des entreprises, de toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, c'est monté jusqu'à 15 milliards d'euros sur l'année. L'année dernière, sur le projet de loi de finances, on nous dit il y a un endroit où on peut diminuer les dépenses, c'est sur l'accompagnement au niveau des apprentis. Est-ce qu'il faut aller sur le niveau d'études qui est fait en apprentissage? Est-ce qu'il faut aller sur la taille de l'entreprise, sur le montant de l'accompagnement? Comme aucun dispositif d'évaluation n'est mis en place, nous, parlementaires, finalement, et j'ose le dire, on se prononce. Alors moi qui suis président de la délégation aux entreprises au Sénat, on va aux infos, on va chercher là où ça se passe le mieux, là où c'est le plus efficace, mais vous n'avez aucun dispositif de l'administration qui nous a dit, voilà, l'évaluation montre que c'est dans ce domaine où il faut continuer, c'est là où il faut mettre plus. Par contre, là, ça n'a aucun effet. Et c'est chiffré, c'est-à-dire qu'il y a eu un résultat, c'est-à-dire que l'aide aux apprentis dont vous parlez, elle est passée de 6 000 à 5 000 euros pour les PME et à 2 000 euros pour les grandes entreprises. Oui. Et le résultat a été immédiat, il y a eu moins d'embauches. Et l'INSEE parle même de 65 000 postes d'apprentis qui devraient disparaître d'ici la fin de l'année. Donc là, on voit qu'il y a une aide qu'on a rabotée. Mais sans dispositif d'évaluation, ça a été fait au doigt mouillé. On va passer la parole, si vous voulez bien, à vos deux collègues parlementaires, Yohann Gillet pour le Rassemblement national et Benjamin Lucas-Lundi, député écologiste des Yvelines. D'abord, est-ce que vous êtes sensible à cette question aujourd'hui des aides publiques versées aux entreprises et à cette petite musique qui consiste à dire il faut couper le robinet? Yohann Gillet. Non, il ne faut évidemment pas couper le robinet parce qu'on a un problème en France que tout le monde connaît, c'est que les taux de prélèvement obligatoires pour les entreprises sont énormes et que le coût du travail pour les entreprises est énorme. Et si demain on venait à couper l'ensemble des aides pour les entreprises, évidemment il y aurait des conséquences dramatiques pour l'emploi et pour l'économie de notre pays. Des entreprises fermeraient, des entreprises viendraient délocaliser leur production à l'étranger et malheureusement la situation serait celle-ci et serait dramatique. Donc il faut continuer évidemment à aider les entreprises, mais il faut
peut-être aussi parfois mieux cibler ces entreprises. Il faut encourager la recherche, l'innovation et il faut également conditionner le versement de ces aides, évidemment, au maintien de l'emploi sur le territoire national. Ça paraît évident, mais ce n'est pas le cas puisque nous avons vu ces dernières années que les entreprises qui avaient bénéficié d'un certain nombre d'aides se permettaient ensuite de délocaliser leur production, de fermer des usines. Alors, par exemple, vous, au Rassemblement national, ces entreprises, vous faites quoi de leurs aides ? Des entreprises importantes qui continuent à avoir une activité et qui viennent délocaliser, alors il faut aller récupérer cet argent. Mais ça, vous dites rendez l'argent. Tout à fait. Mais on a vu le cas de Michelin dans le reportage. Ça doit être contractualisé dès le début, évidemment. Aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle sur ces aides, en tout cas trop peu. Donc évidemment qu'il faut agir dessus. Et il faut évidemment différencier une entreprise qui va avoir de réelles difficultés avec une entreprise qui n'en aurait pas et qui aurait des activités dans le monde entier. Mais vous pouvez aussi avoir une entreprise qui se porte bien et qui, sans aide, dans 2 ans, ira moins bien. Mais évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut mesurer les choses. Et évidemment, moi je vous parle uniquement des entreprises qui viendraient délocaliser, fermer des usines en France pour en ouvrir par exemple à l'étranger. Mais nos entreprises ont besoin d'un accompagnement parce que le coût du travail et les prélèvements sont énormes. 1 250 milliards d'euros par an, hein, c'est les prélèvements obligatoires pour les entreprises à travers les entreprises et les travailleurs. Donc ces aides, ces 211 milliards dont on parle, même si certains rapports parlent de chiffres légèrement différents, sont utiles parce que ces aides génèrent également de la richesse et génèrent d'ailleurs des recettes pour l'État. Benjamin Le Galindi, vous préconisez quoi? On fait quoi de... Quand même, on parle de 200 milliards. Alors, rapporté aux chiffres dont parle Olivier Rietmann, il faut préciser que dans le rapport, il y a effectivement un paragraphe qui précise le montant des aides versées directement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des allègements de charges. Cotisation. C'est quand même 108 milliards. Sur le terme. Charge, ça n'existe pas. Les cotisations allègement de cotisation, pardonnez-moi. C'est précieux, surtout dans une journée comme aujourd'hui. vous avez tout à fait raison de me corriger. 108 milliards. Vous préconisez de mieux flécher les aides, de mieux les contrôler ou d'en supprimer certaines? Moi, en parallèle de la commission d'enquête au Sénat, j'ai mené aussi ici à l'Assemblée nationale un rapport qui lui concernait les licenciements et la façon dont la puissance publique pouvait, le cas échéant, empêcher des plans de licenciement massifs, notamment dans des entreprises qui distribuent des dividendes mais reçoivent des aides publiques. Pour moi, on est sur une question morale en fait et démocratique. Moi, si je devais résumer simplement pour ceux qui nous regardent ce que je demande, ce que je propose, j'ai des propositions très concrètes, je propose une haute autorité indépendante pour le suivi et éventuellement le remboursement des aides publiques, mais globalement, je demande qu'on applique aux aides publiques, aux entreprises, les mêmes règles que celles, on va être dans les élections municipales, qu'on applique dans nos communes à nos associations, que celles qu'on applique par exemple en matière d'aide sociale. Moi, quand j'ai auditionné la Cour des comptes, j'ai demandé, question un peu naïve, est-ce que nous avons, nous collectivement, la même exigence, la même rigueur à l'égard de la dépense publique en matière d'aide aux entreprises qu'on l'a en matière d'aide sociale? On m'a dit non, pas du tout. Je résume en 3 mots. Les aides sociales, elles sont conditionnées. Pour avoir droit aux minima sociaux, il faut remplir un certain nombre de conditions. Oui. Elles sont contrôlées. Et on a d'ailleurs un surcontrôle aujourd'hui. Quand vous êtes allocataire des minima sociaux, on fait irruption dans votre vie privée. On vous criminalise quand vous avez un trop perçu de 15 ou 20 euros. Et elles sont plafonnées. Vous ne pouvez pas les cumuler au-delà d'un certain montant. Je prends toujours l'exemple. À Noël, votre grand-mère vous fait un chèque de 50 euros, vous êtes allocataire du RSA, on va vous le déduire parce qu'on va considérer que ça augmente vos revenus. Eh bien moi, je demande que pour les aides publiques aux entreprises, on conditionne, on contrôle et on plafonne. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables, Bercy n'est pas capable pour une entreprise de dire voilà la globalité en allègement de cotisation, en aide directe et puis en aide aussi indirecte via les collectivités locales. Moi, j'ai eu dans ma commission d'enquête des exemples. À Beauvais, une multinationale qui fabrique des tracteurs, qui a délocalisé une partie de sa recherche et développement, qui a bénéficié de millions et de millions d'euros de la puissance locale pour construire un pont. Et puis, après l'inauguration du pont, ils ont fait des licenciements. Donc, le contribuable localement est fondé à se dire quand même, on a aidé, on a investi pour que cette entreprise reste, pour qu'elle innove. Et moi, pour répondre à la question du départ, moi je suis favorable aux aides publiques parce que c'est ce qui nous permet, c'est pour ça que je dis que c'est une question démocratique, les aides publiques aux entreprises c'est un moyen d'influer sur l'économie et c'est donc démocratique, c'est-à-dire que nous, citoyens, à travers nos représentants, pouvons décider par des aides d'engager des projets de transformation écologique, c'est nécessaire, la décarbonation de notre industrie notamment, d'engager des dispositifs pour permettre de maintenir de l'emploi dans notre pays et de bonne qualité avec des aides qui permettent à des entreprises de rester. Donc moi je n'ai pas de vision dogmatique, simplement ayons la même rigueur, surtout dans un moment où on a des grands discours sur
sur la dépense publique et le bon usage qu'on doit faire des deniers publics et des impôts des Français, ayons avec les aides publiques les mêmes rigueurs. Je termine, les associations. Une association, pour avoir une subvention, elle présente un dossier, ça passe en conseil municipal, il y a une délibération transparente, tout le monde sait combien on donne à une association, pourquoi on lui donne. Et ça fait l'objet d'un débat contradictoire. Et mieux que cela, au bout d'un an, l'association doit faire un bilan d'activité, doit justifier auprès de la puissance publique qui a donné l'argent ce qu'elle a fait, les projets qu'elle a organisés, les gens que ça a impacté, etc. etc. Eh bien moi, je demande qu'on fasse exactement la même chose avec des grandes entreprises, c'est-à-dire qu'il y ait à l'Assemblée nationale, via une commission parlementaire dédiée, une transparence absolue et un débat démocratique, transparent, sur qui reçoit les aides publiques et qu'est-ce qu'il en fait. Ce qui revient beaucoup dans l'opinion publique, c'est la question du pourquoi. Pourquoi on aide des entreprises qui vont bien? On l'a vu dans le reportage tout à l'heure, le meilleur exemple, c'est peut-être LVMH. Comment justifier le versement en 2023 de 275 millions d'euros, alors que le groupe réalise cette même année un bénéfice net de 15,2 milliards? Yohann Gillet. Mais les entreprises qui vont bien, si elles n'étaient pas aidées, elles viendraient délocaliser leur production. Et vous avez des entreprises importantes, c'est le cas de LVMH, qui a des sites de production sur le territoire national. Et si demain, malheureusement, nous ne versions plus ces aides, eh bien, les emplois seraient délocalisés. Donc, mais quand l'aide est de 275 millions et que le bénéfice net est de 15 milliards, vous comprenez que ça choque aussi l'opinion? Mais en réalité, il faut travailler sur le fond. Pourquoi le coût du travail est si élevé? Pourquoi ne pas agir aussi sur une diminution des impôts de production des entreprises qui viendrait impacter l'ensemble des entreprises? Parce que la réalité, c'est ça, c'est que nos entreprises sont en difficulté parce qu'elles payent toujours plus. Pourquoi ne pas privilégier aussi dans la commande publique les entreprises françaises? Là aussi, c'est un levier d'action permettant d'aider nos entreprises à se développer. Il y a beaucoup de mesures à prendre en réalité pour faire en sorte que peut-être demain, les entreprises aient besoin de moins d'aide publique. Un dernier mot, Olivier Rietmann, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les conclusions, ce que vous avez fait dans ce rapport est entendu et commence à infuser? Écoutez, je l'espère. Nous, on avait dit à la suite de notre rapport qu'on espérait qu'il ne serve pas à caler une armoire, comme beaucoup de rapports l'ont été. Pour autant, on entend bien qu'il a été repris, re-repris, beaucoup déformé, beaucoup amplifié. Il faut vraiment aller chercher. Vous voyez, ce que j'entends sur votre plateau là ce soir, ça fait partie notamment pour un certain nombre, mais pas tous, des préconisations qui sont faites dans le rapport. Vous parliez tout à l'heure, vous savez, les chefs d'entreprise, eux, ils ne demandent pas d'aide. Par contre, il y a des contraintes en France qui font que si on veut des entreprises compétitives et pouvoir l'aligner, on a deux possibilités. Soit on aligne les conditions de nos entreprises à ce qui se fait ailleurs qu'en France, soit on laisse les conditions très élevées en France, mais on est obligé d'accompagner les entreprises. Dans les préconisations qu'on fait, je vous donne un seul exemple. Vous preniez l'exemple d'LVMH. Nous, on a proposé de donner la possibilité de calculer un bénéfice distribuable. Qu'une entreprise fasse des bénéfices et qu'elle distribue des dividendes derrière, ça fait partie de la logique. Quand vous avez des investisseurs, ils vous investissent de l'argent dans votre entreprise, c'est normal qu'ils puissent toucher un loyer sur cet argent. Mais c'est vrai que l'argent public ne doit pas servir à verser des dividendes. Et nous, on considère par exemple, dans ce rapport, que ne doit être distribuable l'intégralité des bénéfices auxquels on soustrait les aides publiques qui ont été apportées, sauf les exonérations de charges, parce que les exonérations de charges sont par excellence une compensation, puisque les charges étant tellement élevées dans notre pays par rapport aux autres pays, mais parce qu'elles financent un modèle social auquel on y tient tous, mais il y a d'autres moyens. On peut se poser la question de comment financer le modèle social auquel on tient tant, plutôt que d'aller toujours taper au même endroit, c'est-à-dire sur le travail. Mais si on se posait la question et qu'on dise on a la possibilité de financer notre modèle social par d'autres moyens et qu'on n'aille pas uniquement sur le travail, on pourrait baisser largement et ne plus avoir ces exonérations de cotisations en baissant les cotisations aux entreprises et en allant chercher d'autres profusions d'argent public. Donc oui, moi je pense qu'il faut que ce rapport soit pris, repris, étudié et qu'on en tire des conclusions. Vous voyez, on en a parlé ce soir dans Chaque Voix compte et il n'a pas servi à caler des armoires. Merci Olivier Rietmann d'avoir été avec nous ce soir. Merci Yohann Gillet et merci Benjamin Lucas-Lundy. Merci d'avoir participé au débat ce soir. Vous ne bougez pas tout de suite, c'est Bourbon Express et c'est Valérie Brochard qui nous rejoint.
Bah oui, Bourbon Express, chaque soir, c'est le journal du Palais Bourbon avec Valérie, ça va? Très bien, et vous? Oui, ça va, on va commencer avec les législatives partielles à Paris. Mais oui, Adeline, puisque dans Bourbon Express, vous le savez, maintenant, on vous parle des députés qui siègent ici à l'Assemblée nationale, mais on vous parle aussi des candidats à l'investiture, des futurs élus. Et dans la deuxième circonscription de Paris, eh bien, les comptes de campagne de Jean Lossuc ont été invalidés. Alors, les habitants du secteur à cheval entre les 5e, 6e et 7e arrondissements de la capitale vont revoter ce week-end. Ils vont devoir choisir entre l'ancien et très éphémère Premier ministre Michel Barnier, côté LR, l'ancienne ministre socialiste des Sports, Frédéric Bredin, et l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui étiqueté Rassemblement national, Thierry Mariani. 3 anciens pour un nouveau poste. Michel Barnier, mais justement, son expérience en avant, écoutez. L'expérience que je peux avoir, y compris d'ailleurs les leçons que je tire de ces 3 mois à Matignon. J'ai déjà été député, je sais que c'est quelqu'un qui doit être au service des gens. Après le retrait de Rachida Dati, eh bien, le représentant LR n'a aucun concurrent macroniste et donc un boulevard devant lui et dans cette circonscription largement acquise à la droite, ce qui ne décourage pas Thierry Mariani, pour qui l'extrême droite doit, elle, s'implanter dans les métropoles. Je suis candidat d'abord parce que j'habite cet arrondissement, je vote dans cet arrondissement et parce que je pense que le Rassemblement national, pour gagner, doit aussi progresser dans les grandes villes. Alors, droite ou extrême droite, la candidate socialiste refuse la fatalité. On écoute Frédéric Bredin. La droite croit être propriétaire de cette circonscription. Et ça, ça n'existe pas. Vous voyez, la démocratie, c'est pas ça. Et donc, même si cette circonscription a été dessinée avec beaucoup de qualités artistiques, si je puis dire, pour M. Fillon à l'époque, il y a des gens qui votent, des gens qui ont des idées et qui ont le droit de s'exprimer. Et pour exprimer son vote, eh bien, rendez-vous aux Parisiens concernés dès 8h dimanche dans leur bureau de vote. Et Paris Quitté, vous découvrez sur l'écran la liste complète de l'ensemble des candidats qui se présentent dans la 2e circonscription de Paris. Et n'oubliez pas que chaque voix compte, donc il faut aller voter si c'est votre circonscription. Exactement. En tout cas, parmi ces candidats, il y en a un qui sera élu et qui va donc pouvoir siéger au Palais Bourbon, bien vide. Et oui, Adeline, les couloirs sont déserts. On pourrait presque imaginer les fougères séchées qui roulent, poussées par le vent, dans la salle des pas perdus. Vous savez, un peu comme dans les westerns. Oui. Mais où sont les députés? Eh bien, le silence est trompeur parce qu'ils travaillent. Pas dans l'hémicycle, certes, mais ça bosse en commission, en groupe d'études, ce soir sur ce plateau aussi. C'est oui. En réalité une question de calendrier parlementaire. Je vous explique tout, Adeline. C'est l'article 28 de la Constitution qui organise les missions des députés. Ces missions sont divisées en deux. D'un côté, la session ordinaire et de l'autre, la session extraordinaire pour avancer ou prolonger les travaux sur certains dossiers particuliers. La session ordinaire commence le premier jour ouvrable d'octobre et se termine le dernier jour ouvrable de juin. Mais à la demande du Premier ministre ou des membres de l'Assemblée nationale, eh bien, le travail législatif peut déborder un peu en session extraordinaire ouverte et close par décret du président de la République. Et en ce moment, Adeline, vous l'avez remarqué, nous sommes en pleine session extraordinaire. Il n'y a pas de séance publique, pas de questions au gouvernement, mais les députés se réunissent en commission ou en table ronde pour travailler. Non mais c'est génial, c'est aussi des cours d'éducation civique que l'on prend chaque soir dans chaque voix compte avec Valérie Brochard. On parlait du Palais Bourbon qui est vide. La cour, elle, n'est pas vide. Polémique autour d'un arbre. Ah oui, une œuvre d'art installée dans la cour de l'Assemblée nationale fait scandale. C'est l'arbre aux 1000 voix, une structure de l'artiste Daniel Ourdet, une construction métallique qui ne plaît pas du tout à la députée du Rassemblement national, Anne Sicard. C'est très laid en fait. Oui, je dis c'est bien de demander aux Français de faire des efforts et de dépenser de l'argent pour quelque chose d'absolument laid. Il parle d'une sculpture grandiose, d'une sculpture extraordinaire. Ben moi, je trouve que ce sont les bâtiments de l'Assemblée nationale qui sont grandioses et pas cette œuvre d'art. On a gâché l'argent des Français. On leur demande de faire des efforts dans une situation économique qui est extrêmement difficile. Et la présidente de l'Assemblée nationale dépense de l'argent pour une œuvre d'art qui n'a d'art que le nom.
Alors, Yael Braun-Pivet n'a pas répondu. C'est Elsa Fossillon, députée communiste, qui s'est fendue d'une réplique aussi ferme que détaillée qu'elle a publiée sur X. Regardez, vidéo symptomatique du rapport de l'extrême droite à l'art et l'art contemporain en particulier, qu'elle nomme souvent l'art contemporain. L'extrême droite n'aime pas l'art, elle ne s'intéresse qu'à l'histoire pétrifiée en s'évertuant à la déformer. Alors, Yohann Gillet, l'extrême droite n'aime pas l'art. Vous êtes passé dans la cour de l'Assemblée nationale, vous l'avez vu, l'arbre aux 1000 voix? Je vous voyais sourire. La collègue Fossillon est dans la caricature. Les goûts et les couleurs. Madame Sicard, pas du tout. Les goûts et les couleurs, ça se discute. Moi, en l'occurrence, l'occurrence, à titre personnel, cet arbre ne me choque pas pour ce qu'il est. Ce qui me choque, c'est effectivement que l'on dépense de l'argent public pour cette œuvre d'art qui n'a pas d'utilité en plein cœur de l'Assemblée nationale, alors même que l'on cherche encore aujourd'hui des milliards et des milliards d'euros pour boucler un budget. Et vous, il ne vous plaît pas non plus cet arbre aux 1000 voix? Il me plaît beaucoup et quand même, il ne me plairait pas. Moi, je crois qu'on a besoin dans notre société, particulièrement dans les moments difficiles qu'on vit à l'échelle internationale, dans les tensions de la société, on a besoin d'art, de culture, on a besoin aussi de... L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple, c'est l'image de la France pour les délégations étrangères que nous recevons, pour les visiteurs que nous recevons très nombreux. Je crois que ces visiteurs, ces délégations, elles ont le droit aussi de voir ce qu'est le génie français artistique, de voir la culture se déployer, se développer. On a besoin de ça, ça ne nous appartient pas, l'Assemblée nationale. Nous ne sommes ici que de passage éphémère et le plus souvent d'ailleurs remis en question. Alors cette structure, elle restera 6 mois dans la cour d'honneur du Palais Bourbon et qu'on l'apprécie ou pas, l'art est fait pour troubler, comme l'écrivait Georges Braque. Je crois que du coup ici, en effet, ça marche. Plutôt réussi. Merci Valérie et merci à nos invités de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Chaque Voix compte revient demain à 19h30 pour une émission en public. Soyez là. Dans un instant, c'est Débat Doc avec Jean-Pierre Grassien, évidemment. Excellente soirée sur LCP. À demain.